Bonsoir à tous. Je suis donc en charge chez Orange du Technocentre et d'Orange Valley, qui sont, si je vous le dis simplement, les usines à produits et services innovants du groupe. On sort 200 nouveaux produits et services pour 30 pays dans le monde en B2C, et puis on est présent dans bien plus en B2B. Orange Valley, c'est une entité, comme son nom l'indique, fait du développement disruptif et de l'innovation qui potentiellement peut venir percuter l'innovation d'Orange. C'est mieux de le faire soi-même parce que de toute façon, quelqu'un le fera avant nous. Je suis vice-président de l'Institut G9+, et à ce titre, j'ai rédigé collégialement avec mes petits camarades 2 livres blancs dont j'ai essayé de mettre les photos en haut à droite de ce slide, que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, ils ne se voient pas bien, mais il y en a un qui s'appelle l'Eldorado des objets connectés, donc que vous pouvez télécharger. Il a déjà plus d'1 an. Et puis le dernier qui vient de sortir, qui est Big Data, l'accélérateur d'innovation, qui est encore plus fouillé. Et vous trouverez là-dedans pas mal de choses basiques pour démarrer sur ces sujets. Voilà, et je vous ai mis la bannière du Hello Show, le Show Hello 3, troisième du nom, qui est le keynote innovation que fait Stéphane Richard, le président d'Orange, chaque année. C'est le seul dirigeant européen à faire ça, donc il faut le féliciter, c'est une prise de risque. Et ça parle d'innovation pendant 1 heure au monde entier. C'est plutôt bien fait, vous pouvez le podcaster sur Dailymotion si ça vous chante. Vous ne perdrez pas votre temps, et puis si vous le perdez, vous m'appelez, et puis vous m'expliquez comment on peut s'améliorer pour l'année prochaine. Alors, ce slide-là, je vais vous donner un peu les tendances que vous connaissez probablement, mais je vais essayer d'insister sur mes convictions, les tendances d'innovation du monde de l'IT, hein, puisqu'on est dans un marché global. Et puis après, je vais vous expliquer ce qu'on fait chez Orange sur le marché des objets connectés. Là, vous voyez pas très bien, on voit pas très bien les slides, mais vous pouvez me faire confiance. Donc, les 2 premières tranches napolitaines, chez les adultes anglais à Londres, donc la banlieue parisienne, hein, on peut dire que c'est nos voisins, utilisent massivement l'email et le bon vieux appel téléphonique. C'est à peu près le comportement que vous avez probablement, et que j'ai en tout cas pour ma part largement. Leurs enfants, plus du tout. Ils n'utilisent plus du tout l'email et plus du tout le bon vieux appel téléphonique. Qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils font du réseau social ou de l'application de communication enrichie et de messagerie. Ça se passe en une demi-génération, en quelques années. C'est hyper violent et ça vient impacter des jobs comme ceux d'un opérateur comme Orange, directement, frontalement et brutalement. Alors une fois qu'on a compris ça, on est détendu et on se dit que l'innovation, soit on s'y met, soit on est carbonisé dans un temps extrêmement court. Alors il y a des nouvelles races d'entreprises qui apparaissent en plus, comme Amazon, qui sont assez édifiantes, parce que Jeff Bezos, c'est 0 net income, 0 dividende. Donc il y a une assemblée comme celle-là devant lui régulièrement, c'est des analystes financiers. En général, ils sont assez jeunes et ils viennent lui expliquer qu'il faut cracher des dividendes et du résultat. Et il leur dit dividendes, il n'y en aura pas, et résultat, il n'y en aura pas. Ils ressortent de la salle en faisant la gueule, et puis le lendemain, le cours monte. Voilà. Ça s'appelle une entreprise qui est à l'attaque. Et alors, il a des propos très guerriers, Bezos, puisqu'il dit « je veux tuer la concurrence ». Donc comme ça, au moins, le message est clair. Et donc, cette nouvelle race d'entreprises, il faut bien comprendre que ça arrive très fort et que leur enjeu il est mondial. D'ailleurs, Apple vaut 700 milliards de dollars. Alors je ne sais pas, j'ai pas écouté ce matin la radio, peut-être que c'est 800 depuis. Mais enfin, on n'a jamais atteint des valorisations comme ça pour une simple et bonne raison, c'est que le marché est mondial. Et alors ce qui est intéressant, c'est que nos amis de Google ont fait un truc sympa, ils ont indexé tous les livres du monde. Donc ça permet de faire des requêtes très simples, vous pouvez vous amuser à le faire vous-même. Donc si vous le faites sur les chemins de fer, vous voyez à peu près l'âge d'or des chemins de fer qui est aux alentours des années 1920. Donc vous retrouvez la révolution industrielle, la croissance. On se reconnaît bien dans ce chart. C'est une analyse Big Data de base, hein, je veux dire, niveau 0 de Big Data. Alors si vous faites la même chose sur l'acier, vous voyez bien l'âge d'or de l'acier. Vous voyez au milieu les crises. Enfin bref, vous lisez à livre ouvert l'évolution de la société et de l'innovation. Hein. Et puis alors si vous faites ça sur l'ordinateur, vous voyez que c'est plus récent, que c'est un peu plus violent dans l'hystérésis et que c'est plus court. Et vous faites ça encore sur le software et vous voyez que le software, c'est fini. Enfin c'est fini au sens, ça se commoditise. Ça commence à se commoditiser. C'est comme les télécoms. C'est plus un enjeu extrêmement innovant que de faire du software. Tout le monde en fait et ça se commoditise. Et alors si vous me demandez quelles sont les prochaines vagues, vous avez les réponses bien sûr. Mais les prochaines vagues, celles qui ne sont pas encore en train de retomber,
il n'y en a pas 50, il y en a deux majeurs, c'est l'Internet des objets et le Big Data. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que IoT et Big Data, c'est le même sujet en réalité, pour une raison simple, c'est que dans 5 ans, en 2020, c'est-à-dire demain, plus de 50% des données mondiales seront générées par les objets connectés, alors même que dans le même temps, tous les 14 mois environ, les données du monde doublent. Donc nous sommes dans le bras de l'exponentiel pur. Les données du monde doublent à peu près tous les 14 mois, et les objets connectés d'ici 2020 généreront plus de 50% de ce volume tsunamique. Ça veut dire que la dérivée seconde de la croissance des objets connectés est terriblement supérieure à tout le reste. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, soit on fait de l'objet connecté, soit on change de métier parce que de toute façon il va disparaître. Alors il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Andreessen, qui est probablement un des plus grands gourous vivants après Steve Jobs, paix à son âme, qui expliquait que sur les 10 dernières années, software has eaten the world. Hein, le software s'est immiscé tel un fluide dans toutes les économies. Et puis maintenant vous pouvez remplacer software par data ou par objet connecté, vous avez à peu près ce qui est en train de se passer pour les 5 prochaines années. Et donc si on refait cette conférence dans 5 ans, je vous montrerai la courbe du software en encore plus courte et en train de se commoditiser. Mais probablement que je ne serai pas là devant vous dans 5 ans pour me justifier de ces propos. Donc il n'engage que moi. Aaron Levi, à qui je discutais quand il n'était pas connu, parce que maintenant je ne fais plus partie, je ne respire plus le même air que lui, en tout cas lui ne respire plus le même que moi, et explique une chose très simple, c'est que finalement aujourd'hui tous les groupes majeurs en France et dans le monde sont en train de préparer l'équivalent de ce que Orange va annoncer le 17 mars, le Orange 2020, le plan stratégique 2020. C'est la saison, hein, je vous le dis. Et la seule question que tous se posent, qu'ils fassent de l'IT ou pas, et plutôt, quand ils ne se la font pas, ils se la posent encore plus, c'est est-ce qu'on sera capable d'être suffisamment rapide dans la compétition face à des entreprises IT, sans les nommer, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, puisque le principal concurrent des assureurs aujourd'hui, ça n'est pas un autre assureur, c'est un GAFA, et le principal concurrent d'un télécom aujourd'hui, ça n'est pas un autre télécom, c'est un GAFA. Et vous pouvez varier ce que je viens de dire sur à peu près tous les secteurs, puisque aujourd'hui, un agriculteur, par exemple, un bon agriculteur, un agriculteur efficace, c'est un agriculteur qui est centré sur l'IT. Pourquoi? Parce qu'il pilote ses champs, en tout cas je lui souhaite, en optimisant ses coûts, donc ses apports d'engrais, avec des satellites. Le patron de Parrot m'expliquait que les drones de Parrot étaient utilisés pour ensemencer les champs. Et donc tout ça, ça nécessite quand même de transformer sa manière de faire de l'agriculture. C'est peut-être pas glamour, c'est peut-être pas sympa. On peut aussi faire du bio comme ça, hein, c'est pas le sujet. Mais enfin, ça arrive très vite. Et donc, la seule question qu'on se pose, c'est « Are you fast enough ?» Et « Are you fast enough ?» avant de se faire ubériser. Hein. Alors, ce qui est intéressant, alors il y a une fondation aux États-Unis qui s'appelle la fondation Kauffman qui étudie scientifiquement les startups, la création, l'innovation et les entreprises. Et ils ont calculé, ils ont fait une simulation que d'ici 2027, 75% du S&P 500, des 500 premières entreprises américaines, auront disparu. En tout cas, auront disparu de l'indice, c'est-à-dire auront dévissé et quitté l'indice S&P 500. D'ailleurs, posez-vous la question, dans le CAC 40 en France, quels ont été les nouveaux entrants sur les 10 dernières années? Il n'y en a pas beaucoup, voire il n'y en a pas du tout. Et sur le Financial Times 500, c'est pareil. Qu'est-ce que l'Europe a créé comme nouveau acteur IT? Aucun. On a plutôt perdu les hardware makers qui sont partis à la casse. Le software, il n'y en a toujours qu'un, c'est SAP. Puis les telcos se sont tous appauvris. Ça, c'est une belle stratégie industrielle européenne. Donc, on peut faire mieux. Hein. Et l'IoT et le Big Data, c'est le moment de faire mieux. Parce que cette vague-là, on peut la surfer, et c'est le moment de la surfer. Le patron de Panasonic, il dit, voilà, on est trop conservateur, on a 95 ans, il faut qu'on réfléchisse à la Elon Musk pour réinventer notre business. Je pense que c'est plutôt courageux de dire ça, et c'est encore mieux de le faire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Donc en gros, on a tous dans la poche un smartphone. Un smartphone, c'est la puissance d'un Cray 2 des années 90. Vous vous souvenez, les Cray 2, hein, ça prenait à peu près la place de cette pièce-là. C'était refroidi à l'eau, enfin, c'était un bazar pas possible. Ça coûtait très cher à utiliser. Ça, vous l'avez tous dans la poche maintenant. Vous avez même mieux. Et vous multipliez ça par des sensors, des capteurs. À moins de 1 euro, vous avez un Wi-Fi. Vous avez à moins de 1 euro un Bluetooth. À moins de 1 euro, vous avez un accéléromètre, un thermomètre. Vous avez un processeur à moins de 1 euro. Bref, le bill of material, le coût de l'objet connecté que vous pouvez concevoir aujourd'hui, c'est pas loin de zéro. Et donc si vous multipliez la puissance d'un Cray 2 dans la poche de l'humanité, puisque à fin 2017, 2/3 de l'humanité aura un smartphone dans la poche, vous multipliez ça par des sensors à moins de 1 euro assemblés intelligemment, et vous avez une infinité d'opportunités. Et puis vous ajoutez quand même, on sert à quelque chose, des opérateurs, on fait des réseaux très haut débit, en mobilité ou en fixe, et vous voyez le tsunami d'opportunités qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, les patrons de start-up et les entrepreneurs, le seul stress qu'ils ont, c'est de choisir dans la forêt amazonienne d'idées qui sont disponibles, une bonne idée et surtout de l'exécuter correctement, parce que les bonnes idées ne manquent pas. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais accélérer. Ce qui arrive, c'est le tout IP, l'open source, la standardisation, les API, vous connaissez ça par cœur, vous qui êtes dans cette salle, la virtualisation des équipements, la distribution over the top. Tout ce que je fais au Technocentre à Orange Valley, j'essaye de le faire over the top, c'est-à-dire accessible à 100% du marché. Si je ne fais pas ça, je perds de l'argent parce que je suis obligé de customiser mes produits par pays. Et donc je vais payer autant de fois que j'ai de pays, j'en ai 30 à servir, et ça va me coûter une fortune. Et comme j'ai moins comme tout le monde a moins d'argent qu'avant, il faut être plus efficace. La consumérisation de l'IT, c'est le bring your own device. Ça, c'est la nouvelle génération qui fait plus de mails et qui fait plus de téléphone. Ils viennent avec leur device. Vous n'allez pas leur expliquer que vous allez leur fournir un device. Ça, c'est just forget it. Et puis, c'est le crowdfunding. À Paris, aujourd'hui, cet été, l'été dernier, j'ai des amis qui ont levé, et c'est pas un joke, c'est une vérité, en 4 semaines, plus d'1 million de dollars, en restant les fesses sur leur siège à Paris. Ça, c'était pas possible, ne serait-ce qu'il y a 2 ans de cela. Donc tout ça, additionné, ça crée que disruption is the new normal, c'est-à-dire aujourd'hui, l'innovation, c'est la disruption, qu'on le veuille ou non. Ça fait des Square, ça fait des Dropbox, ça fait des Uber, ça fait des Airbnb, ça fait des Twilio, ça fait des Skype, ça fait des WhatsApp. Tout ça, ça vaut très vite beaucoup d'argent. C'est pour ça que chez Orange, on a lancé il y a quelques semaines un fonds d'early stage pour pouvoir prendre des tickets dans les boîtes géniales dès la première année, parce que si on n'est pas capable de le faire dès la première année, comme on n'est ni qatari ni américain, c'est fini après. Alors vous avez dit IoT. L'IoT, finalement, c'est une évolution de la techno que vous connaissez bien, sauf que ça va très très vite, et c'est la nouvelle forme de l'Internet. Il y a eu l'Internet fixe avec les PC, il y a eu l'Internet mobile, et maintenant il y a l'Internet des objets, et vous allez pouvoir chatter, vous allez pouvoir faire du Facebook Messenger, du WhatsApp ou du Libon chez Orange avec vos objets, comme vous le faites avec vos amis. Des objets, il y en a une foultitude. J'étais au CES à Vegas, j'étais au Mobile World Congress à Barcelone, c'est les 2 seuls salons auxquels j'assiste. Franchement, c'est juste incroyable. Il y a des centaines de boîtes qui font la même chose au même moment. Donc de toute façon, la meilleure façon de protéger une idée, c'est de la crier haut et fort. Pour ça que je m'en suis rendu compte quand j'avais lancé en France Startup Weekend en 2009 avec des allumés. Je me disais, mais vous avez une super idée, cachez-la, cachez-la. Il dit non, il faut le crier, il faut expliquer que c'est nous qui mettons en œuvre ça. Voilà. Tout ça va devenir indépendant. Aujourd'hui, c'est archaïque. Vous avez des montres qui sont grosses, qui ne sont pas toutes jolies et qui en plus n'ont pas de SIM dedans. Donc vous devez vous trimballer votre Cray 2 portatif dans la poche. C'est quand même pas très pratique. Vous voulez faire du jogging, vous voulez aller à la plage. Ces choses-là n'aiment pas trop le sel, n'aiment pas trop le sable, n'aiment pas trop les températures. Donc tout ça va devenir SIM-centrique très vite. Ça va être le cas d'ici la fin de l'année. Je ne peux pas vous donner les marques qui vont le faire, mais je les ai vues lors de ces salons et ça arrive à la fin de l'année. Donc des objets, il y en a partout. Il y en a pour votre tête, pour vos poignets, pour vos bras, il y a même des objets qui vont rentrer dans votre corps et qui vont vous aider à vous réparer, hein, parce que la santé, c'est quand même ce qu'on a de plus cher. Et donc tout ça va se faire. Alors aujourd'hui, c'est archaïque, c'est très ostentatoire, mais demain, ce sera
seamless, ce sera comme l'air qu'on respire, on ne les verra plus les objets. Le plus on les voit, le plus ils sont archaïques, mais demain on ne les verra plus. Et c'est ça qui est très bien. Donc on va revenir à l'homme qui valait... alors vous voyez, aux États-Unis, il valait que 6 millions. Hein. Nous, il valait quand même plus cher en France à l'époque, Steve Austin. Voilà, j'aime beaucoup cet exemple, c'est le t-shirt connecté. Vous avez des sensors et des chipsets qui sont mis dans les fibres du t-shirt connecté. Il y a Citizen Data qui fait ça. Alors j'ai trouvé que l'usine de textile qui faisait ça était à côté de ma maison d'enfance en Ardèche. J'étais super fier, j'ai visité ça cet été, c'est magnifique. Il y a de la techno française. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le français qui est sur le slide, mais j'ai été feignant de le changer. Mais enfin, on est à la pointe en France sur absolument toutes ces technos, que ce soit IoT, Big Data, pour une raison simple. C'est qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. D'ailleurs, il y en a 60 000 expats français dans la vallée, c'est pas pour rien. Tous les CTO des GAFA qu'on admire tous à longueur de journée, à longueur de télé, ils sont quand même pour la plupart français, il faut le savoir. Et on ne fait pas que de la cuisine, on fait aussi des ingénieurs, des mathématiciens. Les prix Fields, ils sont largement gagnés en proportion d'abord par les Français. Hein. Les Américains sont plus nombreux, ils en ont pas plus que nous. Et en physique, c'est pareil. Ça, c'est un espèce de roller que vous commandez avec les impulsions de votre cerveau. Donc, vous n'avez plus besoin de smartphone pour faire ça. Vous vous déplacez, ça interprète ce que vous pensez et ce sur quoi vous êtes concentré. Et ça vous dirige et ça marche vraiment. Je l'ai testé personnellement. Ça, c'est un robot qu'on va vendre en France chez Orange à la fin de ce semestre qui vous permet, quand vous êtes malade, de rester à la maison et de participer physiquement, mais avec du plastique et de l'électronique à une réunion. Bon, la télé connectée, Amazon qui va vous envoyer vos aspirines avant même que vous sachiez que vous avez mal à la tête. Hein, ça, c'est éco, c'est sympathique. Et puis le fresh, puisque tout le monde dit, bah oui, Amazon ne s'attaquera pas au commerce de proximité. Bah si. Voilà, et donc les objets, c'est sympathique, mais c'est de la quincaillerie. Ce qui est important, ce sont les services. En tout cas, et donc la sécurité. Orange est un acteur de confiance pour les Français, pour les pays dans lesquels on opère. On met un maximum d'énergie sur la sécurité et ça suffit pas. Toutes les entreprises du monde se font hacker, donc il faut être très modeste vis-à-vis de ça. Il ne faut pas se dire qu'on est inviolable, c'est juste mentir. C'est le voleur et les gendarmes, mais on essaye quand même de courir très vite sur la sécurité et on a conçu un pôle sécurité cyberdéfense qui est le premier d'Europe chez Orange Business Service, si ça vous intéresse. Notre manière de faire de l'avant-vente, c'est de hacker les clients et de leur dire ensuite qu'on peut résoudre le problème. Bon, bien sûr, on ne les hack pas s'ils ne sont pas d'accord. Hein. On leur demande s'ils sont OK pour qu'on les hack. Ça marche dans tous les cas. On s'est engagé chez Orange, contrairement à nos camarades GAFA, sur le fait que non, on ne vendra pas à son insu les données de nos clients. Oui, on tentera de les sécuriser à tout prix. Oui, on donnera dès que possible les moyens au consommateur final de maîtriser les données qu'il veut donner à des services ou à des applis plutôt qu'on le décide à sa place. Je ne sais pas si vous avez forcément tous dans cette salle validé les conditions générales de vente d'un Google, d'un Facebook, d'un Amazon. C'est 35 pages écrites en police 5 sur un écran de smartphone. C'est juste n'importe quoi. Et donc vous validez, parce que de toute façon, si vous ne validez pas, vous n'avez pas le service. Et donc on a une conception un petit peu différente de la responsabilité en matière de données. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans les mois qui viennent, parce qu'on pense qu'on peut se différencier en Europe là-dessus, entre autres. Alors on a lancé plein de choses sur les objets connectés, on a lancé des wearables, c'est pour ça, regardez le show Hello podcasté sur Dailymotion ou sur YouTube, vous verrez tout ce qu'on a lancé. J'ai décidé de me focaliser uniquement sur la maison connectée, donc on a lancé Home Live, c'est un succès énorme, on est très au-delà des objectifs de vente les plus optimistes, c'est comme ça, je dirais rien si c'était pas le cas, mais c'est le cas. Et je pense que, comme on est présent dans à peu près tous les foyers français avec une box, enfin dans une majorité, on a une chance d'avoir une traction très forte sur ce marché. Et comme on a développé une solution over the top, on peut même la vendre aux clients de Bouygues, SFR ou Free. Et puis évidemment à l'international. Donc on a ça, la quincaillerie sur la base. On rajoute des partenariats parce que nous, on a fait des sélections, mais on n'a pas la science infuse. Il y a des gens qui font des choses très bien, notamment Netatmo, WeThings et autres. Et puis, on rajoute des partenariats services pour vendre du service. C'est valable dans la santé avec des mutuelles, c'est valable dans la sécurité avec de la sécurité monitorée. Ce sera valable dans le wellness demain avec des annonces que l'on va faire.
Et je vais aller à ce schéma qui ressort pas très bien, mais celui-là par contre vous l'aurez dans le deck que je diffuserai à l'issue de cette conférence. On a lancé donc une plateforme de données pour gérer toutes ces données qui va permettre de faire deux choses. Donc elle s'appelle DataVenue. Et DataVenue, c'est une plateforme de données qui va permettre de motoriser les startups qui créent des objets connectés. Donc typiquement, on est fondateur du NUMA, on va participer à la Cité des objets connectés, on participe à plein d'initiatives de Fab Lab. Et DataVenue va permettre à un créateur de start-up, d'objets, une fois qu'il a son objet, qu'est-ce qu'il fait de ses datas, où est-ce qu'il les sécurise, comment il crunch les datas, comment il les croise surtout avec les datas de tiers, les datas de la météo. Si vous inventez une base de qualité de l'air, c'est sympa d'avoir les données de Météo France, c'est sympa d'avoir les données de trafic parce que ça donne un indice sur la pollution, c'est sympa d'avoir la pollution en tant que telle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez très bien tout ce qu'on peut faire sur une plateforme où les données se croisent, en respect de la CNIL, bien entendu, puisque c'est notre engagement absolu chez Orange. Et puis, c'est bien de faire ça aussi avec des gros logos, des TF1, des Schneider Electric, des Malakoff Médéric, des Mars Petcare, qui vont tester des choses avec nous. Donc, on est en proof of concept, comme on dit, en test avec beaucoup de ces acteurs-là, au-delà des startups, pour croiser des données et inventer des nouveaux services. Et les gens les plus importants là-dedans, c'est pas tellement le fait de pondre la plateforme, ça c'est la moindre des choses de la part d'Orange, mais ce sont les développeurs et ce sont des innovateurs qui sont en démarche B2B ou B2B2C et qui vont inventer les services de demain, qui vont par exemple permettre pour la santé de garder les personnes âgées à domicile, puisque vous savez qu'il n'y a pas assez de place en EHPAD, mais massivement en France. Il faudrait envoyer 1,2 million de personnes en EHPAD à 2020, il n'y a que 700 000 places. Donc vous voyez le gigantisme du business qui s'ouvre au marché de ce point de vue-là. Et donc on a inventé aussi le principe de Live Object, qui est un espèce de Facebook, de timeline des objets connectés, qui permet, en s'alimentant sur DataVenue, de non pas vous obliger à aller sur 10 applications pour suivre vos 10 objets connectés et interagir avec eux, mais d'avoir quelque chose de user-centric qui vous remonte, en fonction du tuning que vous faites sur l'application, votre timeline et qui vous permet surtout d'interagir avec ces objets à la manière de Facebook, comme je l'ai dit précédemment. J'ai tenu le délai, non ? Donc, merci beaucoup, Luc. Là, on a vu ce que c'était que l'Eldorado.